troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malik Kacha, Alfred Chongo et Jean-Marie Bitomor. Et tout de suite, dans l'actualité économique, l'Organisation mondiale du commerce célèbre ses 20 ans au Maroc, là même où 2 décennies auparavant avait été signé l'acte de naissance de l'institution. Kekelia Feto. L'Organisation mondiale du commerce célèbre son 20e anniversaire. Comme pour l'acte de naissance en 1994, c'est à Marrakech, au Maroc, que les membres de l'institution se rencontraient ce jeudi. Un choix stratégique en raison de l'importance du royaume chérifien dans les échanges commerciaux internationaux. La commémoration de l'anniversaire de l'OMC au Maroc est une chose qui est tout à fait logique parce que, avant que l'OMC ne soit créé, il y a eu des négociations de Marrakech. C'est une des étapes dans l'organisation de la signature du traité final qui instaure l'OMC. Donc il est tout à fait logique que l'Afrique, ayant des potentialités de plus en plus ouvertes et grandes par rapport à l'économie mondiale, malgré la faible part de l'Afrique représente un potentiel qui est avéré pour l'économie mondiale. Parmi les 54 pays que compte l'Afrique, 42 sont aujourd'hui membres de l'OMC, renforçant ainsi le rôle du continent dans le processus de décision de cette organisation. Le continent regorge de ressources avec 40% des réserves mondiales d'or, 10% de réserves pétrolières ou encore 60% de phosphate. Pourtant, l'Afrique ne représente que 3% du commerce international. Le poids de l'Afrique dans le commerce international aujourd'hui représente entre 2 et 3% de la part des économies mondiales. C'est justement le secteur dans lequel il est très très important que l'Afrique puisse intensifier la transformation de ses produits sur place pour faire accroître sa part dans les échanges internationaux. Parce que jusque-là, on ne prend en compte que les produits bruts que l'Afrique commercialise. Il est temps que les Africains puissent transformer leurs matières premières dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité pour essayer d'accroître la place de l'Afrique dans les échanges internationaux. La conférence de Marrakech aura permis de dresser le bilan de 20 ans de participation de l'Afrique au système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC. Par ailleurs, les participants se sont également attardés sur les attentes des pays africains en prévision de la reprise des négociations du programme de Doha pour le développement. Malik, 42 pays africains au sein de l'OMC, mais uniquement 3% du commerce mondial. On est encore loin du compte? On est loin du compte. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle phase. N'oublions pas quand même que les pays africains ont durement souffert pendant la décennie 80-90 des réajustements structurels aussi, qui a été imposé par les institutions financières mondiales. Donc cela explique aussi le retard de l'Afrique dans ce domaine-là. L'Afrique, comme Jean-Marie l'a souligné dans le reportage, a beaucoup de potentialité. Mais son problème, et le problème de beaucoup de pays africains, c'est d'exporter que des matières premières et non pas assez de produits manufacturés. Et cela, Jean-Marie encore l'a pointé dans le reportage, c'est à cause du problème des usines de transformation. Comment est-il possible que nos États africains qui possèdent des productions, en termes par exemple des productions agricoles, je parle du cacao par exemple, exportent, par exemple la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial, il y a le Ghana aussi qui est bien placé, il y a le Cameroun qui exporte aussi son cacao. Donc oui, il y a des potentialités, mais ces pays-là exportent, je dirais, le produit brut et ne le transforment pas sur place. Ils exportent ce produit brut vers l'étranger, mais en fin de compte, ils réachètent parfois le produit fini. Et pourtant, ils ont les capacités de justement transformer ce produit sur place et permettre de faire sortir de la valeur ajoutée, permettre à des exportations d'être plus conséquentes avec de la valeur ajoutée. Donc l'Afrique est un peu, je dirais, en ébullition, en effervescence sur le plan économique. C'est pas un terme très économique et Jean-Marie peut-être va me rectifier sur ce terme-là, mais voilà, l'Afrique a des potentialités et je pense qu'on est juste au début d'une nouvelle phase. Alfred, vous êtes d'accord, la faiblesse de l'Afrique dans le commerce mondial est en partie due à ce manque d'industrie de transformation? C'est en grande partie cela qui l'explique, mais il faut bien inscrire justement cette faiblesse-là dans la durée, c'est-à-dire au fond que avant qu'on arrive à l'OMC, c'était le GATT, mais le GATT dans les années 60, c'était toujours les grandes puissances, les anciennes puissances colonisatrices qui fixaient les tarifs, les prix douaniers, qui fixaient le cadre des échanges internationaux.
Et les pays africains nouvellement indépendants n'avaient pas la possibilité de s'imposer et puis héritaient des industries extractives mises en place par les anciens colonisateurs. Et au fond, jusqu'à il y a peu, on a poursuivi ce type d'économie fondée sur l'extraction. Et donc, c'est toujours les mêmes matières premières qu'on extrait et puis qu'on exporte. Et les Africains n'ont pas pris conscience justement de la nécessité de l'industrie de transformation, ce qui fait qu'au fond, le commerce africain aujourd'hui n'est pas compétitif parce que nous produisons, mais nous ne transformons pas sur place. Et donc, pour entrer dans la compétition commerciale internationale, il faut avoir des produits exportables, transformés sur place. Nous n'en avons pas, effectivement, ça fait un peu la faiblesse de l'Afrique à ce niveau-là. Donc il faut, la deuxième phase justement, il faut que les Africains arrivent à produire en Afrique des produits de qualité et exportables à ce titre-là. Merci messieurs. Dans l'actualité également, Burkina Faso, ce mercredi a été marqué par un appel à la grève générale lancé par une coalition de syndicats et d'organisations de la société civile. Une journée de protestation contre la vie chère. Un reportage de notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré. Manifestation contre la vie chère ce mercredi 8 avril au Burkina Faso. Organisée par la coalition contre la vie chère, les manifestants souhaitent pousser le gouvernement à prendre à bras le corps la question du panier de la ménagère qui hante le sommeil de bon nombre de pères de famille à travers le pays. La revendication qui porte sur la réduction du prix des hydrocarbures touche tous les segments de la société. Si le prix des hydrocarbures est conséquemment revu à la baisse, ça permet aux populations d'avoir accès à ces prix des hydrocarbures. Les facteurs de production vont baisser. Ça fait que les produits qui seront mis sur le marché également vont connaître une baisse en termes de coûts. Le transport également va baisser et tout cela permettra aux populations, en tout cas, dans leur déplacement, dans les produits à moindre coût sur le marché, d'avoir accès à ces produits pétroliers. Et le deuxième élément, c'est la relecture de la loi 013 qui va porter sur la relecture également de la grille salariale des fonctionnaires. Donc voilà les deux préoccupations essentielles qui pourraient porter véritablement un coup sur la question de la vie chère dans notre pays. L'appel à la grève générale a été cependant moyennement suivi à Ouagadougou. Certaines écoles ont tout de même fermé leurs portes et quelques perturbations ont été constatées dans quelques hôpitaux. La manifestation a été grandement suivie dans les 45 provinces politico-administratives de notre pays. En dehors de Ouagadougou qui a tenu un grand meeting, et toutes les autres provinces pratiquement ont fait des marches meetings pour transmettre la plateforme de la CCDP, mais aussi des plateformes sectorielles qui prennent en compte les problèmes vécus de façon immédiate et sur le terrain par ces mêmes populations locales. Les autorités avaient baissé les prix des hydrocarbures, une décision qui n'a aucun impact sur la vie des Burkinabés selon la coalition contre la vie chère. La plateforme réclame au gouvernement plus d'actions concrètes en faveur des ménages. Jean-Marie, le Conseil de transition fait face à ses premières protestations. Est-ce que finalement c'est l'euphorie de l'après-révolte qui est en train de retomber ? Vous savez, Fanny, le processus qu'on connaît ici, là, bon, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau tout simplement. Pourquoi ? N'oublions pas qu'on a eu les printemps arabes. Là, la population burkinabé manifeste pour quelles raisons ? Parce que la vie est chère. Donc les printemps arabes, avant les printemps arabes, on a eu des manifestations dans la plupart des capitales africaines. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, comme nous le disons souvent sur ce plateau, la croissance dont on parle sur l'Afrique, sauf croissance, ça bénéficie-t-elle aux Africains réellement? Moi, je dis à chaque fois que je ne suis pas d'accord dans la mesure où la plupart des secteurs économiques qui sont en croissance en Afrique, ce sont des secteurs économiques qui profitent beaucoup plus aux firmes multinationales que aux populations africaines. Donc, à partir de ce moment-là, il est temps que l'Afrique mette en place des stratégies qui permettent de pouvoir résoudre les problèmes des populations africaines. Donc cette grève générale-là, bon, on est dans une dynamique, le Burkina, bon, ils sont dans une dynamique où ils ont sorti leur président, si vous voulez, en passant par la rue. Donc ils veulent maintenant résoudre, si vous voulez, bon, tous les problèmes viennent maintenant se greffer par rapport à cette révolution-là. Ce qui fait que, légitimement parlant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Burkina, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc à partir de là, quand vous avez une crise qui touche un pays comme le Burkina, ça se ressent beaucoup plus que dans des autres économies. Donc à partir de là, que fait la population burkinabé ? Il bénéficie du fait que
La révolution a eu lieu, dont ils demandent le maximum qu'ils peuvent obtenir à partir de cette révolution-là. Mais de mon point de vue, ce sont les structures économiques qu'il faut remettre en place. Et je pense que sur le plan économique, nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau, même quand Blaise Compaoré est parti, on a reconnu quand même que, en termes économiques, le Burkina avait relativement bougé à ce niveau-là. Ils avaient des niveaux de croissance qui étaient pratiquement acceptables. Donc, je pense que la population veut, c'est-à-dire mener sa révolution jusqu'au bout, tout simplement. Alors justement, Malik, les élections auront lieu en octobre. Est-ce que ce Conseil de transition a le temps de lancer des chantiers économiques et sociaux? C'est très difficile. On sait que Michel Kafando doit assurer la transition politique, c'est déjà beaucoup. Je partage l'avis de Jean-Marie. Je reprends un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, mais là, dans le sens politique, il y a une effervescence après. Quand un régime s'en va, un ancien régime s'en va, il y a toujours une effervescence. Et ça touche automatiquement le domaine social et économique. Tout le temps. Dans tous les pays, c'est pareil. Jean-Marie a parlé des révolutions, des printemps, enfin le terme, chacun prendra le terme qu'il veut pour désigner les mouvements qu'il y a eu dans les pays arabes. Il y a toujours cette question sociale qui est latente. Donc Michel Kafando a beaucoup de travail à faire, mais son successeur en aura beaucoup plus. Donc déjà, sa mission, on le sait tous, sa priorité, c'est d'assurer la transition politique. Comment réussir à répondre à des revendications sociales quand l'État n'a pas les subventions nécessaires? C'est difficile. Déjà, pour l'organisation même des élections, il y a un problème financier qui se pose au Burkina Faso et dans d'autres pays africains. On le voit par exemple en Centrafrique. Donc, ça va être très difficile. C'est une situation sociale très tendue, mais voilà, comme je l'ai dit, ça arrive dans de nombreux pays quand il y a justement ce bouleversement révolutionnaire. Alfred, la population attend trop de ce gouvernement de transition? Je pense d'abord deux remarques simplement. On ne joue pas avec la grève générale. Là, la Confédération générale du travail du Burkina Faso a commis, à mon avis, une erreur. La grève générale, c'est quelque chose d'énorme. On se souvient en 1936, lorsqu'ici s'est lancé en France, que ça a provoqué comme conséquence. Déjà dans un pays qui sort d'une crise politique que l'on connaît, qui n'a pas suffisamment justement des moyens financiers, lancer une grève comme ça, c'est encore plomber davantage les maigres ressources que l'État pouvait escompter. Et en même temps, c'est se tromper effectivement de combat, puisque le gouvernement des transitions a pour tâche uniquement d'assurer la transition politique pour aller vers ces élections qui amèneront le gouvernement légitime qui, à ce moment-là, aura à régler cette question sociale. Donc, je crois qu'il y a eu une erreur vraiment de stratégie de la part de la Confédération burkinabé de travail. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au Togo. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Malik, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred, merci. Merci Fanny, joie de vous retrouver et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.